Bienvenue au Ciné-Club de la Cinétech. Nous sommes ravis de travailler avec la Cinétech. La Cinétech nous a généreusement accueillis l'an dernier quand malheureusement le Covid nous a empêchés de tenir le festival, et elle n'a pas hésité à nous accueillir virtuellement, et nous avons eu une proposition d'un film chaque jour à la Cinétech. Je suis heureuse d'accueillir Élodie Tamayo de la Cinétech, qui va vous expliquer, pour ceux qui ne la connaissent pas, ce qu'est cette belle cinémathèque des réalisateurs. Et je reprendrai la parole après. Merci. Alors, tout d'abord, merci au Festival de La Rochelle, et plus particulièrement à Sylvie Pras, Sophie Mérouz et Arnaud Dumatin. Pour ceux qui ne connaissent pas la Cinétech, donc c'est une plateforme VOD qui est soutenue par le CNC et le programme Média, et qui a été créée en 2014 sous l'impulsion de 3 cinéastes, Pascal Ferrand, Laurent Cantet et Cédric Lapiche. La spécificité de cette plateforme, c'est qu'elle remet en scène le cinéma de patrimoine à travers le regard de cinéastes contemporains. C'est-à-dire que le catalogue est composé de films qui commencent dans les débuts du cinéma, à la fin du 19e siècle, jusqu'à 2005. Et les réalisateurs et réalisatrices auxquels on fait appel nous proposent une sorte de cinémathèque idéale en 50 films qu'ils nous recommandent et qui ont marqué leur vie ou leur travail. À ce jour, il y a un petit peu moins de 100 réalisateurs et réalisatrices qui se sont prêtés au jeu, d'Agnès Varda à Martin Scorsese, de Vera Setacool à Céline Sciamma, par exemple. Et il y a notamment 2 cinéastes qui sont invités cette année à La Rochelle, qui ont croisé notre chemin: Radou Joud, dont on découvrira la liste en novembre, et Patricia Mazui, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir, accompagnée par le critique Thierry Méranger des Cahiers du cinéma. Donc, pour vous en dire plus sur le principe du Ciné-Club, c'est la 5e séance qu'on organise avec la Cinétech. Et le principe de ces séances, c'est qu'elles sont à la fois physiques et en direct, en ligne, pour que les personnes qui n'ont pas la chance d'être à La Rochelle puissent également suivre le débat et visionner le film depuis chez eux. Ce soir, donc, ce sera Au feu les pompiers de Miloš Forman, dans une copie restaurée par Carlotta. C'est un dispositif qui nous tient vraiment à cœur pour faire le pont entre les écrans, et aussi parce que une autre spécificité de la Cinétech est qu'elle accueille et qu'elle encourage d'une certaine façon la parole des cinéastes, de ceux qui font le cinéma ou de ceux qui la pensent, tels que les critiques, en mettant à disposition gratuitement sur le site des archives ou des entretiens exclusifs, tournés donc, au fur et à mesure qu'on réceptionne des nouvelles listes de cinéastes. Voilà pour le principe donc, de ce ciné-club. Je vous souhaite une très belle séance, et je remercie à nouveau la réalisatrice et Thierry Méranger qui vont vous dire un mot maintenant. Voilà, merci de les accueillir chaleureusement, Patricia Mazui et Thierry Méranger. Merci. Merci Sylvie, merci Élodie. Bon ben, je nous souhaite à tous une bonne projection. J'ai pas vu ce film depuis que 1979. Voilà, je l'avais mis sur ma liste de Cinétech parce que je voulais absolument mettre un des 3 films tchèques de Miloš Forman, qui est un grand réalisateur. Et comme j'aime bien les pompiers, j'ai mis Au feu les pompiers. Mais j'aurais pu mettre un des 2. Enfin voilà. Et on en parlera après, parce qu'il faut que je revoie le film avec vous. Et vous pourrez bien entendu poser des questions. Ce ne sera pas seulement un numéro de duettiste. Enfin, c'est surtout Patricia que vous êtes venue entendre, bien entendu. Très bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous revoici pour évoquer, Patricia Mazui et moi-même, le film que vous venez de voir et que nous venons de revoir, Au feu les pompiers de Miloš Forman. Alors, Patricia, tu viens de revoir ce film que tu n'avais pas vu depuis un certain temps. Spontanément, qu'est-ce qui t'a frappé dans cette nouvelle vision du film ? Réfléchissons. Que
en fait, j'ai adoré le revoir. C'est cool parce que j'avais un peu peur que ça soit que grosse farce, gendarme à Saint-Tropez en mieux. Et sauf que c'est comme il pousse les situations complètement tout le temps jusqu'au bout, bah, du coup, ça fait un truc où c'est sur la folie de l'homme qui devient tout petit et en même temps, on n'est jamais au-dessus on est tous des petits hommes, quoi. Voilà. Et c'est ça que je trouve assez beau dans le film. C'est-à-dire que c'est quand même, c'est une satire. On sait que le film, il avait été fait juste avant il est sorti fin 67, et puis après, il y a eu Prague. Ouais. Donc, c'était un moment où la jeunesse, enfin, tout le monde... Enfin, je veux dire, on voit bien que c'est une satire du bloc communiste et tout, total. Bon, mais ce que je trouve vraiment bien, c'est marrant parce qu'au début, ça commence comme un Fritz Lang, avec le cadeau de retraite et tout. Et puis après, ça m'a fait penser à des comédies italiennes et à aussi un réalisateur que j'aime beaucoup. C'est marrant parce que c'est pas du tout tchèque, parce qu'il y a de l'humour slave, ça fait penser à Boris Barnett. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent Boris Barnett. C'est du burlesque soviétique des années 20 qui est vraiment dément. Et là, comme on pousse au bout les choses, comme les filles, comment ça se déchaîne et que ça devient surréaliste, je trouve ça magnifique. Et ça m'a aussi fait penser à un film, bizarrement, j'y avais jamais pensé, c'est là en le voyant, quand il y a le monsieur dans la maison à brûler qu'on amène dans le bal, ça m'a fait penser à un film de Grégory Lacava qui s'appelle My Man Godfrey, où il y a... enfin, en gros, c'est sur la pauvreté et la petitesse de l'homme et où en fait, on est tous des marchandises. Et enfin, bon, voilà. Je ne sais pas ce que vous avez pensé, ça m'intéresse. Voilà. Après, parce que quand il était avant qu'il parte de Tchécoslovaquie, Forman, il a fait L'As de pique, Les Amours d'une blonde et ce film. Et puis je sais que ce film, parce que j'ai pas eu le temps de le revoir là. J'avais essayé, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Et j'ai lu quand même que après, il y a eu genre plein de milliers de pompiers qui ont démissionné, qui étaient furieux, quoi. Lui, le film a été censuré et les pompiers qui ont participé, ils sont tous démissionnés. Il a eu beaucoup de soucis avec le film. Ouais. Peut-être tu peux en parler un peu. Voilà. Simplement pour aller dans ton sens, effectivement, disons que le pouvoir en place a fait semblant de croire que c'était les pompiers qui étaient attaqués, donc c'était bien pratique. Du coup, Forman a dû faire une espèce de tournée de contrition, en gros, auprès des pompiers, pour dire que bah non, il aimait beaucoup les pompiers, en fait. Mais ça n'a pas fait en sorte que son film soit vu. C'est ça qui est, bien entendu, le régime en place a blacklisté Forman. Et puis pour aller encore un petit peu plus loin pour l'histoire du film, le film a joué de malchance parce que en 68, le film est prévu pour être montré au Festival de Cannes. Et évidemment, vous savez ce qu'il est arrivé du Festival de Cannes de 68, et Forman lui-même a été d'accord pour ne pas le montrer. Donc ça veut dire que à ce moment-là, le film n'est montré ni à l'est ni à l'ouest. Et le coup de chance de Forman, c'est que à ce moment-là, il est en France et il y reste. Et à la fin du printemps de Prague, qui doit être en août 68, il est encore en France. Du coup, il ne va pas revenir. Il ne reviendra pas en Tchécoslovaquie. Donc voilà l'histoire de ce troisième long métrage tchèque qui est effectivement un film qui a un peu souffert de l'audace de son réalisateur. Mais c'est-à-dire que moi, ce que je trouve beau et qui est vraiment l'essence du cinéma, c'est-à-dire que là, on prend les pompiers, c'est le monde, les pompiers, le bal, enfin tout le monde là. C'est comme on prend un détail et c'est une métaphore de tout le monde entier, enfin de tout le pays. Qui se gère pendant le temps de ce bal. Voilà. Est-ce que, je sais pas, ça serait bien que vous nous aidiez parce qu'on peut parler, mais sinon, on n'est pas prof. Hein. Oui, madame. C'est peut-être en 69, je l'ai vu, je me souviens l'avoir vu à Paris assez rapidement.
Alors, vous dites qu'il est sorti de Tchécoslovaquie, mais au Champollion, de toute façon, il y a une copie qui était arrivée en France. Voilà. C'est Dans ces Claude années-là. Berry qui a aidé Forman de toute façon. Donc Et on a adoré ce film. Moi, je trouve que c'est vraiment une légende, ce film. Il est extraordinaire. Et je le trouve tout aussi extraordinaire maintenant que quand je l'avais vu à l'époque. Mais avec du recul, j'y vois encore plus de choses, bien sûr, à propos de la métaphore du régime, de l'occupation soviétique, du printemps de Prague. Enfin, La maison qui brûle, c'est magnifique. Voilà, je trouve que c'est un très très beau film. Et les vieux hommes et les jeunes femmes et tout, enfin tout ça. Oui, Quoi. voilà. Et puis on avait beaucoup aimé aussi Les Mémoires d'une blonde. Les amours d'une blonde. C'est formidable aussi. Ce sont des films à voir et à revoir. Enfin, merci à vous pour ce plaisir. Oui, c'est vrai qu'il y a une satire qui est quand même assez forte, même violente à certains moments. Et effectivement, le régime ne pouvait pas trop s'y tromper, hein, puisque l'occupation des pompiers, en l'occurrence, c'est de surveiller et de voler. Et vu que ce sont les voleurs qui surveillent et vice-versa, c'est effectivement beaucoup plus pratique. Et il paraît qu'à l'époque, ça faisait allusion à une affaire qui avait été un peu étouffée, mais qui avait secoué la Tchécoslovaquie à l'époque, avec une affaire de malversation. De pompiers ? Alors, pas de pompiers, mais au plus haut niveau. De policiers, de politique. De politique et d'industriels. Évidemment, la tombola servant évidemment à symboliser tout cela. Donc oui, l'attaque était complètement directe, c'est vrai. Et ce que j'ai trouvé très très beau quand j'ai revu le film, c'est comment il filme l'espace entre la grande salle de bal, la petite salle adjacente, l'escalier qui va aux toilettes où les filles s'enferment, la maison d'à côté où à la fin le rescapé va dans son lit sous la neige. Ça, c'est vraiment pure comédie italienne. Et j'ai trouvé comment il filme les espaces et comment entre les gros plans, les foules, le vide, comment le petit vieux dont on sait que la hache, elle est partie de toute façon, mais il le cache parce qu'il protège l'honneur de la communauté pompière. Bref. Donc voilà. Sur la façon de filmer, il y a effectivement une grande liberté. Il y a des plans dont on sent qu'ils sont évidemment travaillés, et puis il y en a d'autres où on sent, il y a un côté, moi je trouve, un peu free cinéma anglais, dans la façon de filmer des foules, prendre des gens comme ça. On a l'impression que tous les acteurs et figurants ne savent ou oublient parfois qu'ils sont filmés et qu'on ne les filme pas forcément au moment où ils s'y attendent. Et que du coup, il reste comme ça des petits morceaux dans le film il y a un complètement... documentaire de balle, quoi. Voilà, pris sur le vif. Mais après, le gars, c'est un grand cadreur, hein, le cadreur. Hein, parce qu'entre les plans mis en scène et les plans de documentaire sur les gens qui vont pêcher, parce qu'on voit que ça marche. Ouais. Et si je parlais de l'Angleterre, c'est que j'ai l'impression, alors à revoir le film, qu'il y a des petits morceaux je parlais de free cinéma, oui, qui viennent d'Angleterre dans le film. Pour moi, dans ce film, il y a quelque chose qui me rappelle les films de Richard Lester, par exemple, et en particulier les films sur les Beatles. Ouais, cette espèce de scène où vous avez cet enlèvement des Sabines, en gros, qui est quand même assez monstrueuse, hein, cette scène, si on voit ce que ça symbolise. Ça me fait vraiment penser à des séquences de Hard Day's Night. C'est assez étrange. D'ailleurs, l'un des morceaux qui est joué, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, c'est un morceau des Beatles, qui est adapté pour une fanfare tchèque. Donc c'est des petits morceaux d'Occident que Forman fait passer à ce moment-là aussi dans son film. Mais moi, j'ai pas trouvé la séquence monstrueuse. J'ai trouvé que les filles qui se faisaient enlever et tout, elles reprenaient le pouvoir en faisant juste que c'est une vieille qui se retrouve sur la scène avec la couronne et elles se sont toutes barrées, quoi. Oui, donc c'est ce que dit le film. Ce qui est monstrueux, c'est qu'il y ait juste des mecs qui se sentent le droit de saisir les filles et de les transporter. Ouais, enfin, c'est fun quand même. C'est fun quand même, peut-être. Bon, si c'est toi qui le dis. Et puis, oui, il y a cette scène aussi où les lumières s'éteignent et ça devient une scène de concert. Oui, complètement. Double scène de concert, presque avant l'heure, parce qu'à l'époque, ça ne se jouait pas encore tout à fait comme ça. Mais c'est effectivement un petit peu étonnant. Est-ce que vous avez d'autres
choses à dire sur ce film. Est-ce que ça vous a encore touché, fait rire visiblement? Oui. Il y a Oui. quelqu'un qui Alors, veut tout là-haut. parler. Oui, tout le film est très très politique et il y a un moment en particulier où il y a un moment, il y a un mot qui tarde à arriver, c'est le mot solidarité et qui finalement, c'est une question de charité, quoi. Voilà. Donc vraiment, c'est un film très politique, je trouve, quoi. Ouais, surtout dans le discours, là, ils cherchent tous les mots, Oui, voilà, ils finissent qui par tarde à solidarité, arriver. et il y a zéro solidarité, quoi. C'est de la Je veux charité, dire. quoi. Ouais, C'est puis même pas pas, de parce l'argent. qu'il a juste des bouts de papier, le Oui, vieux. c'est ça, ouais, Donc, voilà. Des miettes, quoi. Mm. Ouais. Ouais, c'est un super film, ouais. C'est très surréaliste, mais c'est très politique aussi, quoi. D'ailleurs, ce jeu entre... Alors, le surréalisme, on y pense beaucoup, notamment à la fin du film, avec ce jeu entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a finalement peu de plans qui se passent en extérieur, mais quel plan aussi là, pour le coup, Oui, parce que les pompiers, ils éteignent rien du tout. Hein. Ils sont là avec des seaux de neige sur le feu, mais après, ils sont juste devant un tas de cendres. Mais c'est... Non, ce qui est vraiment hyper réussi, c'est la mise en espace avec les cadres entre des individus devenus en groupe et dans le mouvement. Voilà, là, il y a beaucoup des plans fixes et par moments, il fait des... Enfin, c'est vraiment un truc complètement... c'est à la fois super primitif et super moderne. Donc, voilà, ça m'a vachement beaucoup touché, pardon. Avec beaucoup de malice au niveau du montage aussi. Je pense à un moment, par Et exemple... la musique. La bande-son de fanfare, elle est hyper travaillée. Pardon, bien je sûr. t'ai coupé. Non, si. Oui, sur le montage. C'était le fait. D'abord, c'est le seul film que je connaisse dont un des éléments principaux, c'est la hure, c'est-à-dire du fromage de tête, quoi, du groin de cochon. Et si vous revoyez le film, vous verrez que les premiers moments où on nous parle de cette hure qui a été donc volée, dissimulée, eh bien, ça raccorde avec des plans sur les pompiers, des gros plans sur leur visage, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, si on sait ce qu'est une hure, les groins de cochon, on les a tout de suite, on a les cochons tout de suite après. Et ça, c'est évidemment pas le fruit du hasard. C'est quelque chose qu'on repère au montage assez facilement. Et évidemment, ça fait aussi partie du côté plus que gentiment subversif de Miloš Forman. En sachant aussi que dans beaucoup de films de Miloš Forman, la thématique du bal est quelque chose qui intervient. Ça a d'ailleurs été, ça a été assez souvent utilisé à l'Est, dans une perspective métaphorique. Je pense à un des premiers Polanski qui s'appelait « Ils ont cassé le bal ». Où déjà, alors là c'était pas du tout la même chose, c'était vraiment des casseurs dans un bal, mais on utilise le bal comme métaphore de la société. Et voilà, ça correspond, je trouve, pas mal à l'esprit du temps. De même que le concours qui est aussi une obsession de Miloš Forman. Le film qu'il va faire après, vous devez vous souvenir de ce film, quand il part aux États-Unis, c'est Taking Off. Et Taking Off, il est aussi question de concours. Cette fois-ci, c'est plutôt des concours de chant. Mais cette idée de la compétition, de l'arbitraire, c'est quelque chose... Voilà d'où finalement vient son inspiration. C'était quelque chose qu'il utilisait pour rendre compte de la société qu'il connaissait en Tchécoslovaquie à l'époque. C'est-à-dire qu'il a un énorme sens de l'humanité et du grotesque. Et le mélange, c'est pas si simple à faire. Moi, j'étais assez impressionnée. Et bon, vous dites rien. Alors peut-être pour faire un parallèle avec un autre film, parce que là, c'est ce qu'on a appelé la nouvelle vague tchèque. Ouais. En gros, il y a plus de 3-4 cinéastes, mais il y en a 3 ou 4. Après, il y avait Ivan Passer aussi, qui est parti aussi aux États-Unis. Passer, qui est son scénariste. Ouais, qui a fait des très beaux films. Puis après, il a fait des films super bizarres. Je me rappelle d'un film de Ivan Passer avec Omar Sharif dans un château en Autriche qui faisait du ski. Franchement, c'était pour le coup assez étrange. Mais il a fait des films. Il avait fait Éclairage intime en Tchécoslovaquie, qui est vraiment magnifique. Et puis après, il avait fait Cutter's Way.
Et aussi un film sur le jeu au casino qui était très beau, mais je ne sais plus le titre. Born to Win ou Born to Lose, je ne sais plus. Et tu l'as cité comme une de tes inspirations? Oui, pour Peau de vache. Oui. Pour Peau de vache. Mais je voudrais savoir, je trouve que la direction d'acteurs est aussi extraordinaire, si ce sont des acteurs ou des professionnels, ou si c'est... Qui sont ces gens qui jouent? c'est un mélange, c'est beaucoup des non-professionnels et quelques professionnels. Et ça, c'est vrai que c'était l'autre chose dont on peut vraiment parler, c'est qu'on est dans du jeu poussé, on n'est pas dans du sous-jeu. Et ils y vont à fond, c'est presque théâtral par moment, mais ils vivent les situations sont toujours très fortes. À partir du moment où les situations sont fortes, on peut mélanger les acteurs et les non-professionnels sont dans le jeu, quoi. Ils ont tous des choses fortes à jouer. Ils ont à jouer qui tombent dans les pommes, ils ont à jouer qui volent du cochon, ils ont à jouer que... et puis par contre, il y a certains des pompiers qui sont des acteurs et d'autres pas. Ce qui est assez fort aussi, c'est sur le personnage collectif du groupe de pompiers, le personnage collectif du groupe des filles, le personnage collectif de la foule. C'est assez pensé et construit. Où il y a un mélange parce que d'une certaine manière, moi je trouve, on voit, c'est un personnage collectif, les pompiers, mais ils ont tous certaines individualités. On voit ceux qui vont s'arranger, celui qui veut être honnête, celui qui... Et finalement, ils sont tenus depuis le début. Et la mémère qui met la hure dans son sac et qui a les boules après son mari, elle est extraordinaire, quoi. Oui. Oui, moi je me demandais, le film il m'a énormément fait penser à un autre film qui date de juste avant, Les Petites Marguerites, que ce soit par l'histoire très chaotique et même les personnages avec une des filles sélectionnées pour le bal qui a deux grosses couettes là. Et je me demandais si c'était juste des thèmes qui étaient très récurrents à l'époque ou s'il y avait des liens entre les films ou enfin quel était un peu le rapport entre les deux. Je ne suis pas critique de cinéma, je suis juste spectatrice comme vous, mais pour moi c'est un lien d'époque et d'humour tchèque, quoi. Oui, c'est de l'humour slave, c'est de la... Hein, complètement d'accord, hein, c'est vraiment, voilà, Vera Chytilova, les Petites Marguerites, c'est la même époque, c'est le même esprit. Et puis, vous avez un autre réalisateur dont il faut parler, c'est Jerry Menzel. Ouais, avec les trains. Ah voilà, Train. Si vous avez envie de voir un film qui est vraiment dans la continuité, voyez Train étroitement surveillé de Jerry Menzel. C'est pas la même histoire, mais le parallèle est saisissant puisque ça se passe, alors certes pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais dans une gare. C'est-à-dire que il y a bien des gens avec des uniformes, mais c'est toute cette petite armée très hiérarchisée des responsables du chemin de fer, en fait. Et il y a, comme dans ce film, des éléments qui viennent semer la perturbation. L'image qui reste de Train étroitement surveillé, ce sont les gens c'est les chefs de gare qui, pour se distraire la nuit, mettent des jeunes filles toutes nues et s'amusent à jouer avec les tampons encreurs de la gare en leur tamponnant les fesses. Évidemment, c'est dire combien ça a dû plaire aussi aux autorités de l'époque. Et vraiment, il y a un parallèle à faire dans l'humour entre les deux films. Donc, effectivement, Menzel, Forman, Chytilova, Passer dont tu parlais, ce sont des gens qui se connaissaient. C'est la même. Ils étaient de la même génération. Exactement. Et puis, il y a un truc, il y a un sens de l'absurde dans un monde fermé qui est général, quoi, et généralisé. Ce sont des jeunes réalisateurs. Il a 33 ans quand il fait ce film, Forman. Donc, il a encore, évidemment, la carrière qu'on connaît à faire après. Et on voit déjà, voilà, c'est plus que prometteur, évidemment. Bon, on voit que c'est un grand réalisateur, oui. Très grand. Ça oui, serait, oui. Parce que sinon, c'est le script. En fait, si on réfléchit Gendarme à Saint-Tropez, par exemple, Gendarme à Saint-Tropez, ils font l'erreur de prendre un personnage. Et là, ils gèrent les groupes et puis ils réalisent bien, quoi. Oui. Et l'image est belle. Oui, et voilà. puis c'est bien interprété aussi. Oui, non, mais attends, De Funès, c'est un grand acteur. Oui. C'est pas le Quand problème. Quand il joue De Funès. Oui,
comme ce il que n'a je veux jamais dire, rien c'est joué que d'autre. le choix de la farce, ça se prête à traiter le personnage collectif. C'est ça que je trouve assez fort. Enfin, assez intéressant. Voilà. Là, ça me fait réfléchir à ça. Bon, bah, revoyez-le, faites-le connaître, puisque le film, je ne sais pas si on va pouvoir le voir en salle, non? Peut-être. On peut le voir sur la Cinétech, voir puis sur la après, s'il y a Cinétech. des exploitants comme Absolument. Séverine ou d'autres gens, ils peuvent le passer. Voilà, donc on ne manquera pas, il n'y a plus aucune excuse pour ne pas connaître et diffuser ce film. Voilà. Voilà. Ben, on peut remercier Patricia. Allez, et Thierry? Oui, mais c'est toi, c'est grâce à toi que le film est ici. C'est toi il était dans sa liste. Donc on vous engage aussi à découvrir les autres films de la liste de Patricia Mazui sur la Cinétech. Bonne soirée à toutes et à tous. Et bonne projection si vous allez voir un autre film. C'était un peu maladroit de ma part de terminer. Allez voir ce film. Non, c'était pas maladroit.